Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de mon installation d'autoconsommation. Cela fait maintenant quelques semaines, voire un gros mois qu'elle est en fonctionnement. Et comme j'ai pas encore fait l'installation définitive, il me semblait intéressant de déjà vous faire un premier retour sur l'installation actuelle. Et au moins, ça vous permet de patienter un petit peu le temps d'avoir l'installation définitive et de pouvoir publier la vidéo qui va avec. Je ne perds pas plus de temps et je vous propose de commencer par le panneau solaire. De retour devant mon panneau solaire. Alors, avant de faire un petit peu le tour des différents composants et un petit peu comment ça a été raccordé, je tenais à préciser que là on est sur une installation provisoire du provisoire. Je dis provisoire deux fois parce que là le panneau solaire c'est son installation de test, donc c'est du provisoire. Après j'ai envie de le mettre à un autre endroit contre un mur où je devrais gagner en productivité, parce que j'aurai pas de l'ombre au soir et au matin, soit par la maison ou soit par des arbres ou des trucs comme ça. Et surtout l'angle sera bon, parce que là on est sur 60 degrés de réglage, alors qu'en réalité moi je souhaite avoir 30 degrés pour avoir un meilleur ensoleillement tout simplement. Ensuite, l'installation est provisoire, donc toute l'installation photovoltaïque, car c'est pas chez moi, c'est chez mes parents. Et dès que j'ai mon chez moi, tout ça, ça dégage et ça part chez moi, bien entendu. Donc c'est juste le petit point que je voulais faire rapidement. C'est pour cela qu'après, au point de vue câblage, aussi bien dans le tableau électrique que même en extérieur, j'ai pris quelques libertés. C'est pas très réglementaire, c'est aux normes, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais on va dire, on fait pas ça en toute honnêteté. En temps normal, on ferait pas ça. Et de toute manière, même là, je l'ai fait parce qu'il n'y a qu'un seul panneau solaire. Il y en aurait eu 10, je ne l'aurais pas fait. Au niveau courant et puissance, on n'aurait pas du tout été sur les mêmes ordres de grandeur. Et là, l'installation aurait pu vraiment être dangereuse par rapport à ce que j'ai fait. Bon, sinon, je ne perds pas plus de temps. Ici, on a donc un panneau solaire de marque LG, de référence, je ne l'ai plus en tête, donc je vous l'afficherai ici au-dessus. De toute façon, vous retrouverez son lien en description. C'est un panneau solaire de 440 watts crête et c'est des cellules back contact. Donc c'est le meilleur panneau solaire limite qui peut exister à l'heure actuelle sur le marché. Il y en a peut-être des autres, mais en tout cas, je crois que ça doit être l'un des meilleurs dans sa catégorie. Ensuite, on va retrouver donc derrière le support de marque Unitech et c'est le Unifix 300B, une connerie comme ça. Bon, encore une fois, je vous l'afficherai au-dessus, j'ai ma mémoire flanche, je vous avouerai. On retrouve ici le micro-onduleur de référence IQ7A de chez Enphase Énergie. Et pour terminer, on retrouvera le Q-câble qui est raccordé entre cette boîte de dérivation et le micro-onduleur. Et l'autre extrémité du Q-câble, il faut que j'aille faire l'acrobate là-bas derrière. On va retrouver l'embout de terminaison, tout simplement, installé dessus. Voilà concernant l'installation extérieure. C'est pas fixé au sol, c'est juste posé comme ça. Et comme le panneau solaire est incliné à 60 degrés, avec en plus le poids de l'ensemble, limite ça tire tout seul. Il n'y aura même pas besoin de le sceller. Néanmoins, il y a les sapins qui empêchent la prise au vent, donc c'est quand même mieux. Néanmoins, c'est pas pour autant que j'ai pas mis un morceau de béton sur un pied pour faire un poids, pour éviter que ça bascule quand même. Je préfère sécuriser la chose par mesure de sécurité. Alors après, au niveau câblage électrique de l'installation, donc le micro-onduleur est directement câblé avec les connecteurs MC4 au panneau solaire. Donc pas besoin d'adaptateur sur ce modèle-là. Sur le micro-onduleur, j'ai le câble en phase qui vient se connecter sur la boîte de dérivation. Dedans, je suis venu connecter phase neutre directement sur un câble après en 2,5 mm. Et j'ai pas connecté la terre parce qu'il n'y a pas de terre là-dessus et j'ai pas pris le temps de récupérer la terre pour la connecter sur le châssis. Sachez qu'en tout cas, la terre sur le châssis est indispensable et même en 2,5 mm, ça ne serait pas suffisant. Il faut mettre un câble de 6 mm entre les panneaux solaires, le châssis et tout. Pour vraiment mettre tout au même potentiel, si jamais il y a la foudre ou un défaut électrique, ça peut arriver, pour pouvoir protéger les personnes. Donc ça, c'est indispensable. Grosso merdo, faites ce que je dis, pas ce que je fais. De toute façon, ça va être la même chose pour la suite quand vous allez voir mon installation. Donc, je repars de ce câble qui fait tout le tour de mon jardin, qui arrive ici et qui traverse. Il fait le tour de ma terrasse avec une boîte de dérivation en intermédiaire. Câble trop court, de longueur j'ai dû mettre. Pour ensuite passer de fenêtre en fenêtre pour aller jusqu'à mon garage. Une fois arrivé dans mon garage, le câble redescend pour venir se connecter sur l'ancienne alimentation du ballon d'eau chaude pour aller jusqu'à mon tableau électrique. Voilà pourquoi je dis
faites ce que je dis, pas ce que je fais. Parce qu'honnêtement, cette installation, c'est vraiment du méga provisoire en mode MacGyver. On se trouve maintenant devant le tableau électrique. On se retrouve maintenant devant mon tableau électrique. On commence par l'arrivée photovoltaïque avec l'ancienne alimentation du ballon d'eau chaude. La phase arrive ici, le neutre est juste là. La phase étant trop courte et comme j'ai dû rajouter un transformateur de courant, on en reparle plus en détail après, j'étais obligé de rallonger le câble. Donc j'ai mis un wago, un morceau de fil et ensuite je viens me câbler en dessous de mon cul relais. Ça c'est très important, hein. La partie photovoltaïque se câble obligatoirement en dessous du cul relais. Au-dessus du cul relais, je repars ensuite vers mon disjoncteur de protection. Là j'ai mis un C16A parce que j'avais que ça sous la main avec une protection différentielle de 30 mA. Cette protection différentielle est indispensable car on a quand même une installation photovoltaïque en dessous avec des parties métalliques. Donc on protège les personnes. En cas de défaut, on met une partie différentielle. Pareil, s'il viendrait avoir un court-circuit sur la partie photovoltaïque, un onduleur qui viendra cramer ou quoi que ce soit, on met un disjoncteur en plus pour couper en cas de court-circuit. La partie solaire, je la câble en aval du différentiel. Et en amont, je ressors et je pars sur un petit compteur d'énergie. J'ai fait le choix d'en rajouter un. Sachez en tout cas que cela n'est pas obligatoire. Je voulais juste rajouter un compteur pour avoir un coup d'œil rapide de la production à l'instant T. Et je voulais également pouvoir comparer la production entre le compteur et ce que me donnait l'application en phase. Je ressors de mon compteur d'énergie et je vais en aval de mon disjoncteur général de protection. Donc c'est un C16A et je me câble juste en dessous. Donc le neutre à gauche, la phase à droite. De ce disjoncteur général de protection de la partie photovoltaïque, j'ai câblé deux fils, donc l'arrivée, et j'ai un départ vers un disjoncteur 2 ampères pour ma passerelle. Donc j'arrive en amont et en aval de ce fameux disjoncteur, je repars et je vais direction la passerelle. On verra la passerelle plus en détail juste après. Je reviens sur mon disjoncteur général photovoltaïque. Je suis arrivé donc en aval et je repars ensuite en amont directement sur les deux borniers de connexion de mon tableau électrique. Sur ces fameux borniers de connexion, j'ai l'arrivée EDF, j'ai l'arrivée photovoltaïque, j'ai le départ pour mon garage et j'ai également les départs pour la maison. Voilà concernant le câblage. J'essaierai bien entendu de vous faire un petit croquis de l'intégralité de l'installation que je vous mettrai sur un Google Drive avec le lien en description. Ça sera plus parlant pour tout le monde. Avoir les explications visuelles et en plus un plan électrique, je pense que ça peut être pas mal pour la compréhension. Passons maintenant à nos deux transformateurs de courant. J'en ai un pour l'arrivée EDF et j'en ai un pour la partie production photovoltaïque. Ces deux transformateurs de courant sont fournis avec la plateforme Envoy-S Meter. Ils ne sont pas livrés avec la plateforme Envoy-S standard, la plateforme Envoy-S. La plateforme Envoy-S Meter permet en plus l'utilisation de la batterie en phase, donc pour stocker de l'énergie. Et grâce à ces fameux transformateurs de courant, on peut également suivre notre consommation sur la partie Enedis. Concernant maintenant l'installation des transformateurs de courant, nous avons une petite étiquette dessus avec une flèche qui signale le sens du courant. Donc il faut obligatoirement installer le transformateur de courant pour que quand la flèche soit vers le sens du courant. Alors peut-être que c'est un peu compliqué à comprendre, mais là j'ai mon arrivée Enedis, donc EDF directement qui arrive sur mon bornier ici. Donc le courant vient du compteur et va vers mon bornier, donc la flèche est vers le bornier. Pareil en dessous, j'ai l'arrivée photovoltaïque qui est ici et je pars vers mon cul relais. Donc le courant va vers mon cul relais, donc la flèche vers le cul relais. Il est possible que votre étiquette se soit décollée. Dans ce cas-là, les fils de sortie du transformateur de courant sont toujours dans le sens du courant. Donc là, pareil, si l'étiquette n'est pas existante, le courant va vers mon cul relais, donc les fils du transformateur sont vers le cul relais. Pareil pour ici, la partie Enedis, les deux fils de la partie transformateur de courant vont vers ma barrette de connexion, vers mon bornier. Donc là-dessus, on est bon. Maintenant, on va aller voir un petit peu plus en détail le raccordement au niveau de la passerelle. Donc, voilà comment ça se présente au niveau de la passerelle. J'ai l'arrivée EDF ici, donc neutre, phase. C'est expliqué dessus de toute manière, il n'y a qu'à suivre. Ensuite, j'ai
un premier double bornier pour tout ce qui est transformateur de courant et il y a un deuxième double bornier qui est non utilisé dans la dock. Concernant le câblage de la partie transformateur de courant, nous on est en monophasé, donc ça va être à chaque fois I1 pour la production et I1 pour la consommation. La production c'est le photovoltaïque, la consommation c'est celui qui est directement sur l'arrivée Enedis. Donc le fil blanc toujours en haut, ça c'est obligatoire, et le fil bleu toujours en bas. Voilà comment ça se câble. Après au niveau connectivité, donc on peut la mettre en Wi-Fi. Moi j'ai un switch réseau Ethernet, donc je l'ai mis directement en Ethernet. Sachez que si vous avez ni Ethernet ni Wi-Fi pour connecter à la passerelle, Enphase vend un modem avec une carte SIM prépayée connectable directement en USB. Comme ça, vous avez également la remontée d'informations sur l'application. Voilà concernant le câblage. Comme dit précédemment, j'essaierai de vous faire un croquis et je vous le mettrai avec le lien en description sur un Google Drive. Je fais un petit disclaimer parce que j'en ai pas fait précédemment, mais l'installation électrique est à réaliser par un professionnel qualifié. Si vous n'êtes pas capable de réaliser l'installation électrique, ne la faites pas. Il y a un risque d'incendie si c'est mal réalisé. Il peut également avoir un risque d'électrisation, voire même d'électrocution si le courant est mal coupé. Donc vraiment, réservez cette installation pour des professionnels si vous n'en êtes pas capable. C'est très important, on rigole pas avec l'électricité. Et si jamais vous avez un départ de feu à cause de ça, votre assurance, ça m'étonnerait qu'elle vous couvrira. Donc vraiment, encore une fois, réservez ça à des personnes qualifiées. Passons maintenant quand même à la partie production. Combien ça produit toute cette installation? Avant de se retrouver sur le téléphone, sur le PC, on va voir un petit peu les deux, ce qu'on retrouve comme information dessus. Je voulais vous montrer quand même rapidement ce qu'on peut avoir donc, sur mon petit compteur ici. Donc, je vais vous afficher ça tout de suite à l'écran. Donc là, je produis 231 watts. Ce qui n'est pas énorme, 238 même, autant pour moi, j'ai mal lu, 238 watts, ce qui n'est pas phénoménal, mais la consommation de mon domicile n'est pas énorme, et moi j'ai configuré la passerelle de telle façon à ce qu'elle fasse de l'autoconsommation sans réinjection sur le réseau. Donc si je ne consomme pas grand chose, le panneau solaire ne produit pas grand chose, c'est normal. Après, il faut prendre aussi en considération que lorsque je tourne cette vidéo, on est pendant les fortes chaleurs. Comme j'ai pu l'expliquer dans une vidéo que je vous mettrai en fichier petit ici, quand un panneau solaire est chaud, il produit moins. Et je terminerai par l'exposition du panneau solaire. Il est incliné à 60 degrés et le soleil n'est pas parallèle au panneau. Passons maintenant à la puissance indiquée sur le Linky. En sachant qu'ici, nous sommes sur une puissance active, donc en watts, avec un cosinus phi de la partie photovoltaïque qui est très proche de 1, voire égal à 1. Et ensuite, sur la partie Linky, et je consomme donc 390 voltampères. Ceci est une puissance apparente qui n'est pas égale à la puissance active. La puissance apparente est égale à la puissance active uniquement quand le cosinus phi est égal à 1. Sachez en tout cas que ce n'est pas parce que je consomme 390 voltampères sur la partie Enedis que je consomme 390 watts. En réalité, je consomme bien moins car je consomme peut-être qu'une vingtaine de watts. C'est juste que le cosinus phi est dégueulasse. Et de ce fait, la puissance apparente est énorme. C'est juste ça. Je vous propose maintenant de se retrouver sur le PC ainsi que sur le téléphone pour voir un petit peu les différents graphiques de consommation Enedis, de production photovoltaïque qu'on peut avoir pour mon domicile. Avant d'aller sur le PC et de voir un petit peu aussi les applications mobiles qui existent, voir un petit peu ce qu'on a accès, je voulais faire un petit tour rapide sur l'application Toolkit, qui est l'application de configuration de chez Enphase. Là, je suis connecté en mode AP directement à la passerelle. Donc pour cela, il faut appuyer sur le bouton là entouré en rouge. Ensuite, vous cherchez dans vos réseaux Wi-Fi phase avec des numéros ensuite. Donc suivant la référence, la passerelle que vous avez, les numéros vont changer. C'est le numéro de série grosso modo de votre passerelle qui est affiché. Après, c'est un numéro unique. Vous vous connectez. Bon, Android, dernièrement, il fait un petit peu chier parce qu'il demande est-ce que vous voulez rester connecté dessus. Bon, parce qu'il n'y a pas d'internet tout simplement, il détecte qu'il n'y a pas de réseau Ethernet. Mais bon, vous pouvez dire oui, toujours rester connecté dessus. Et ensuite, on peut aller directement sur l'application. Donc ça démarre. Ensuite,
Donc ça charge, ça va configurer, en fait, ça va charger votre installation. Donc là, on arrive sur mon système. Donc moi, je l'ai appelé maison tout simplement, hein. Après, vous l'appelez comme vous voulez. Ça, c'est aussi pas mal utilisé pour les professionnels qui font beaucoup d'installations. Ils ont tous les sites qui sont répertoriés. Comme ça, en même temps, ça leur permet de vérifier, de gérer un petit peu tous leurs clients. S'ils ont des défauts, des trucs comme ça, des problèmes, les clients n'ont pas besoin de faire tout ça. Et c'est directement l'installateur qui s'en occupe. Donc, je clique dessus. Et moi, je vais me concentrer sur configuration des compteurs, donc cette partie-là. Ensuite, donc les deux compteurs sont activés. On va aller voir dessus plus en détail ce qui se raconte. Et là, ça va devenir intéressant parce que je vous avais dit que même si sur le Linky, j'avais une énorme puissance en volt-ampère qui était affichée, en réalité, je consommais quasiment rien. Et c'est vrai parce que regardez là au niveau du compteur de consommation. Donc, je vais le réactualiser un coup et je vais prendre en même temps ce que m'affiche le Linky. Donc, au point de vue puissance active que je consomme, je suis à 76 watts, un tout petit peu plus. La puissance active, c'est la même chose que ce qui est affiché sur mon petit compteur AliExpress là, que j'ai rajouté. Et ensuite, on a la puissance apparente en volt-ampère qui est de 438 volt-ampère. Le Linky, vous pourrez le voir à l'écran, moi il m'affichait 433, donc une légère différence. Après, les deux trucs n'ont pas été actualisés parfaitement en même temps. Néanmoins, une petite différence de mesure, on pourra souligner quand même. Et en réalité, voilà, je consomme très peu de watts, mais énormément de volt-ampère. Et si, pour ceux qui s'y connaissent davantage, qui comprendront peut-être la chose, de toute façon, je vous afficherai le triangle des puissances à l'écran. Étant donné que j'ai très peu de watts, beaucoup de volt-ampère, j'ai une puissance réactive qui est juste phénoménale. Parce que mon facteur de puissance est dégueulasse. Mon cosinus phi est dégueulasse. Et ça, j'ai pu constater que comme l'installation photovoltaïque donne un cosinus phi qui est très proche de 1, celui de la maison, donc de l'électricité qui vient d'EDF, est dégueulasse. Il est beaucoup plus bas que ce qui doit avoir normalement. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut faire par la suite. Alors après, s'il y a des experts dans ce domaine-là, concernant un peu plus de tout ce qui est réactif, j'avouerai que je n'ai pas forcément tous les tenants et les aboutissants de ce que ça peut faire. De ce que je me souviens en tout cas en cours de ce que j'ai pu voir, c'est que les industriels, ça, ils sont facturés. Et je rajouterai que la puissance réactive oblige à surdimensionner les réseaux car le courant consommé est beaucoup plus important que si on n'en avait quasiment pas. Je veux dire, si j'avais un cosinus phi qui serait proche de 1 au point de vue EDF, la consommation en ampères serait très très faible. J'ai 76 watts sous 230 volts, ça fait un truc dérisoire, ça ferait peut-être, je sais pas, 200 mA, une connerie comme ça. Voilà que, en tout cas, ce que je suis capable de dire au point de vue puissance réactive et tout le tralala. Si jamais il y en a qui s'y connaissent un peu plus dans le domaine, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je suis preneur, mais ça sera bénéfique pour tout le monde dans tous les cas, je pense. Maintenant, je vous propose de retrouver directement sur le PC pour voir un petit peu les deux applications qu'on retrouve, les deux interfaces, et on verra exactement la même chose après en version mobile. Nous sommes maintenant de retour sur le PC. Alors là, on est sur la vue maille en phase. En tout cas, c'est ce qui est suggéré comme nom quand on est sur l'application web Toolkit. Donc là, je commence par cette partie-là. On verra la partie Toolkit version web après. Donc c'est comme l'application mobile, hein, vous allez voir après. Ça s'utilise, on pourra l'utiliser pareil. Sauf qu'il faut quand même s'identifier tout le bordel et c'est pas forcément pratique. Avec un petit raccourci, ça peut aller. Mais ce qui est con, c'est pas d'avoir l'application Windows. J'ai l'impression que ça a existé, mais que ça n'existe plus. Bon, c'est particulier. En tout cas, ça se présente pareil. Donc là, c'est pour la production aujourd'hui. La journée n'est pas finie. Là, on est dans l'après-midi. Donc de toute manière, il y a encore de la marge pour la production, mais il fait gris comme pas possible. Là, honnêtement, j'arriverai pas à produire grand chose de plus aujourd'hui. Donc de ce fait, ça sert à rien de vous montrer trop les chiffres aujourd'hui. Je vais vous montrer plutôt des chiffres d'autres jours et même des journées complètes, ça sera plus pertinent de toute manière. Donc ensuite, on a l'onglet énergie. Et là, par exemple, j'ai réglé pour qu'il m'affiche le 19 juillet. Donc il suffit juste de cliquer dessus et on choisit la date comme on veut. C'est quand même bien mieux foutu sur la partie téléphone parce que les dates il y a des couleurs sur les dates et plus c'est bleu foncé, plus c'est dire que vous avez produit.
Donc ça, c'est pas mal. Là, il n'y a pas sur la partie web, un petit moins néanmoins dans l'ensemble. Donc voilà le graphique pour une journée. Alors, on voit pas grand chose parce que c'est un peu écrasé et j'ai une grosse consommation en début de nuit parce que ça, j'ai une pompe à chaleur qui a tourné pour la production d'eau chaude. Mais bon, voilà à peu près à quoi ça ressemble. Sinon, on voit bien que le solaire, il commence progressivement. Ensuite, il se stabilise par rapport à la consommation de mon foyer parce que moi, je lui ai dit de faire de l'autoconsommation sans réinjection et il essaye du mieux qu'il peut de ne pas faire de réinjection. C'est pas forcément évident. Je vais me répéter sur la version mobile parce que ça a déjà été tourné, mais le Linky m'affiche 1 kWh réinjecté à l'heure actuelle. Donc voilà, il fait comme il peut. Néanmoins, j'ai quand même eu pas mal de problèmes de configuration au tout début. Après, après on peut faire des moyennes à la semaine. Bon là, la journée n'est pas terminée, donc c'est pas forcément à prendre avec précision pour ici. On peut changer les semaines en toute logique, ouais, juste en haut. Donc voilà à peu près à quoi ça ressemble sur une journée. De toute façon, je ne vais pas passer 10 000 ans parce que vous allez voir la même chose après sur la partie mobile. On fait pour les mois également. Donc ça, c'est le mois de juillet. Et ici, on a le mois de juin. On peut faire l'année, etc., etc. Revenons sur la partie jour. Donc là, on est toujours sur notre 19 juillet. Je vais venir afficher le 18 pour vous montrer vraiment, quand j'ai aucune consommation chez moi, à quoi ressemble le graphique. Ça sera plus parlant. On verra encore une fois la même chose sur la partie mobile. Donc, on voit bien la production solaire qui augmente et ensuite qui redescend. Là, c'est très bas, ça redescend très vite en fin de journée parce qu'il y a la maison qui fait de l'ombre. Et ensuite, la production essaye de suivre la consommation, même si on a un tout petit peu de réinjection sur les parties grises ici en bas. Tout ce qui est gris au-dessus, c'est de la consommation Enedis. Tout ce qui est gris en dessous, c'est de la réinjection sur Enedis. Donc, ça, en toute logique, on n'a pas le droit de le faire, tout ce qui est gris là-bas en bas. C'est pas bien. Mais néanmoins, on pourra constater que la partie grise en bas nous montre qu'il y a un surplus d'énergie et si j'avais pas fait la limitation en zéro réinjection, je pense qu'on en aurait eu beaucoup plus, comme vous allez voir sur un autre graphique après. De ce fait, la batterie pourrait être intéressante, mais bon, j'en reparle sur la partie mobile. Donc là, je me suis mis le 15 juin, donc l'installation elle a été faite le 13 au soir. Le 14, ça a produit normalement, même si j'ai eu un tout petit peu de réinjection. Donc ça, je suppose que ça a produit normalement. Après, j'en ai pas la certitude. Par contre, le 15 juin, là, j'ai eu un gros problème. J'ai énormément produit et j'ai très peu consommé chez moi. Donc de ce fait, j'ai eu énormément de réinjection sur le réseau. Donc 0,4 kWh et j'ai produit 1,9. Donc c'est là qu'on voit que en réalité, le potentiel du panneau solaire serait aux alentours des 2,2 kWh, 2,3 kWh par jour. Donc, on pourrait déjà sauver avec la batterie, peut-être, allez, admettons 0,3 kWh par jour. C'est pas énorme. Après, dans ces cas-là, avec une batterie, peut-être investir dans un second panneau solaire pour vraiment faire la recharge de la batterie. Après, voilà, ça serait des calculs à faire. Peut-être que ça fera l'objet d'une vidéo de réflexion là-dessus. Ah, stop. Et je terminerai pour la partie champ photovoltaïque où c'est exactement pareil. Donc là, on choisit notre date et il nous dit tout simplement la production qu'on a eue. Le plus gros que j'ai eu, ça devait être 2,2 kWh. Donc voilà, ma plus grosse production à l'heure actuelle a été le 11 juillet avec 2,17 kWh. Ce qui est pas mal, ce qui est très très bien. Je ne sais plus à quoi ressemblait cette journée-là, mais il y aurait sûrement possibilité de sauvegarder effectivement de l'énergie avec la batterie. On va voir maintenant la partie Toolkit, mais en version web. Donc voilà à quoi ressemble la version web de l'application Toolkit. On a dans un premier temps, on arrive tout de suite sur l'orientation du panneau solaire avec sa production de la journée. On a ici toujours nos informations de production, tout simplement, de la journée, des 7 derniers jours, etc. On a le détail de l'installation. On retrouve ici dans la partie graphe toujours le même graphique. Vous allez voir de toute façon après les consommations en orange. En bleu, c'est la partie photovoltaïque. Donc, si on prend par exemple une journée là comme ça, de toute façon, on verra la même chose sur le téléphone, mais voilà à quoi ça ressemble. On peut zoomer dessus. On peut faire les 7 derniers jours. On peut personnaliser comme on veut. La partie rapport, il n'y a rien d'intéressant à voir. La partie périphérique non plus. Ça reprend juste les informations, les numéros de série et tous les détails de tous les composants de votre système. Après, on va voir les paramètres là-dessus. Je ferai une vidéo à part pour la configuration. Là, on est juste là
pour pouvoir voir rapidement l'installation, à quoi elle ressemble et un petit peu au niveau graphique. Après, bon, le reste tout en haut compte, tout ça, ça n'a pas d'importance ici. Grosso modo, rien de plus à vous montrer pour ici. Les autres choses feront l'objet d'autres vidéos parce que sinon ce sera beaucoup trop long là-dessus. Bon, maintenant, je vous propose de voir quand même rapidement la partie application smartphone sur Android en tout cas. Concernant maintenant les applications mobiles, donc on va avoir dans un premier temps l'application Toolkit qui va être l'application de configuration de notre système en phase. Même si nous avons quelques informations qui sont communiquées dessus avec quelques graphiques. Donc on a le système, donc ça là-dessus c'est tout le détail de la configuration. Là-dessus on va pas s'en occuper, c'est pas intéressant pour nous. Nous ça va être plutôt le tableau de bord qui va nous intéresser. Donc ça charge à chaque fois, ça réactualise les données, tout simplement, ça va interroger les serveurs. Donc ensuite, au début, on a le descriptif du domicile. Donc un micro-onduleur, un cuir relais, une passerelle, connecté en Ethernet avec la localisation et la météo actuelle. Ensuite, on va avoir le champ photovoltaïque. Donc ça, c'est la composition du champ. Donc moi, je n'ai qu'un seul panneau qui est orienté un petit peu sud-ouest, si je ne me gourre pas. Par rapport à l'exposition, ça doit être ça. Ouais, c'est bien ça, de toute manière, sud-ouest. Donc, je ne suis pas plein sud. Et j'ai configuré un angle de 60 degrés au niveau d'inclinaison. Donc, ensuite, la petite flèche de retour en haut. On a l'affichage graphique. Donc, ça, si ça veut bien. Affichage graphique, voilà. Donc là, c'est sur les 7 derniers jours, c'est notre puissance. Donc, en orange, c'est la consommation. Et en bleu, c'est la production. Ensuite, après, on peut zoomer. Donc, ce truc qui est bien, c'est que sur la partie basse, ils ne mettent que la partie photovoltaïque. Donc, on peut aller voir plus en détail, par exemple, pour la journée d'hier. Voilà. Donc là, on a juste une petite courbe, rien d'extraordinaire, je vous avouerai. On peut même voir peut-être plus celle-là, ça sera sûrement plus parlant. Ouais, il y a quand même un pic tout à la fin, c'est un 5 un petit peu chiant. De toute manière, j'arriverai à zoomer comme ça. Donc là, on voit bien en bleu la production photovoltaïque. Ça commence doucement au matin parce qu'il y a un petit peu de soleil. Ensuite, ça monte. Donc, suivant l'exposition du panneau solaire, ça peut varier les graphiques. Mais moi, il n'est pas très bien orienté. Donc, c'est pour ça que la courbe elle est un peu particulière. Jusqu'à atteindre un maximum. Et ensuite, ça redescend. Alors moi, ça redescend très brusquement parce qu'il y a la maison qui fait de l'ombre au soir. Et après, j'ai un léger pic en fin de journée. Parce que le soleil fait le tour de la maison et le panneau solaire est réensoleillé par le devant de la maison, par la partie nord. Alors il est ensoleillé avec un soleil qui n'est pas du tout dans l'axe. Mais comme il est légèrement ensoleillé, ça fait un petit pic quand même. Donc voilà au niveau du graphique. Après, c'est pas ce qu'il y a de mieux honnêtement. Ça, j'utilise quasiment jamais cette application. C'est bien pour surveiller si ça respecte bien le fait de faire aucune réinjection. Alors j'ai un petit peu de réinjection par moment quand même néanmoins. Mais bon, ça reste négligeable dans le Linky, je sais pas, ça fait un mois que je l'ai installé, en sachant que j'ai quand même eu pas mal de problèmes au tout début. Ça a réinjecté beaucoup, j'ai eu des problèmes avec mes transformateurs de courant. Mais bon, ça encore, ça mériterait encore une vidéo à part. Voilà en tout cas pour sa partie graphique. Ensuite, on a la partie Envoy, il n'y a rien d'intéressant là-bas. On retrouvera un peu plus bas la production journalière. Donc là, quand je tourne, il fait un temps dégueulasse, donc c'est normal que ça ne produit pas. Il y a même eu un petit peu de pluie aujourd'hui. On a également la consommation, la production et la consommation sur les 7 derniers jours, depuis le début du mois, le cumul au total. La tension au niveau du micro-onduleur, l'énergie produite, etc. Maintenant, on va aller sur l'autre application. Donc, je quitte celle-ci. Ensuite, on va sur Enlighten, je crois que ça se prononce comme ça. Donc l'application est 10 fois meilleure pour exploiter son parc photovoltaïque. Vous allez voir de toute manière. Donc là, on arrive dessus. Donc voilà à quoi ça ressemble. Là, on a la consommation, donc Enedis sur la journée. À ce niveau-là, on va avoir la production photovoltaïque juste là. On va avoir notre indépendance énergétique ici, l'exportation et la consommation totale juste là. Ensuite, sur la partie énergie. Donc voilà à quoi ça ressemble. En tout cas, c'est le graphique là d'il y a quelques jours. Je n'ai pas pris le jour même parce que c'est pas terminé tout simplement. Et j'ai pris un jour dégueulasse, donc c'est pour ça qu'on n'a pas les mêmes valeurs que tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait 0,4 en production, là on est 0,3. Mais c'est pour vous montrer que par exemple, sur un jour dégueulasse, il y a une très faible production avec autoconsommation seulement de 3% malheureusement.
Après, bon, voilà un peu ce que ça donne au niveau graphique. On peut sélectionner si on met la production, si on met la partie consommation, si on met l'exportation, l'importation, tous ces trucs-là. Donc c'est plutôt bien foutu. Pareil, le petit camembert là avec la partie bleue qui permet de voir visuellement la partie consommation. Dans l'ensemble, c'est pas mal, même ici avec la petite barre. Alors les couleurs sont trompeurs parce que honnêtement, 20% c'est toujours dans le orange, jamais dans le jaune, c'est au plus dans 50. Donc vous allez toujours être sur une couleur pas très belle pour l'autoconsommation, en tout cas par rapport à leur graphique. Pour être bien, il faudrait déjà être à 80%. Sauf que pour être à 80%, il faudrait avoir batterie, tout le bordel, et plus de panneaux solaires surtout. Donc déjà, réussir rien qu'avec ce système-là, faire une moyenne de 20%, c'est déjà très très bien, je trouve en tout cas. On a également la précision avec la partie devise en euros et au niveau des ampoules. On peut afficher le graphique en grand. Donc voilà à quoi ça ressemble. Bon, ça nous permet après de naviguer dessus, hein, de voir un petit peu au point de vue puissance et énergie. Donc il nous affiche les deux, ce qui a été consommé à ce moment-là. On peut faire des moyennes sur les semaines. Par exemple, là c'était la semaine dernière, donc du 11 au 17 juillet. Là j'avais une autoconsommation qui est de 20%, donc ça fait une moyenne par rapport à la semaine. J'ai quand même pas mal consommé en fin de semaine, beaucoup moins milieu de semaine. Après, il y a eu le 14 juillet entre deux, donc il y avait quand même des personnes chez moi, c'était pour cela, qui a une plus grande consommation. Donc obligatoirement la dépendance énergétique est plus faible. J'ai exporté quand même 0,1 kWh, donc ça c'est toujours un peu d'énergie perdue. Et même dans tous les cas, quand il fait un grand soleil, je perds d'énergie. Parce que si je consomme pas plus, le panneau solaire ne va pas produire plus. Donc là est peut-être le fait de potentiellement venir mettre la batterie par la suite, même si ça ferait un peu chier parce qu'il faudrait estimer vraiment les économies qu'il y a possibilité de faire avec la batterie. Comme elle coûte quand même à peu près 1900 euros, voilà, ça serait... Je ne sais pas si c'est vraiment rentable de mettre la batterie en tout cas là-dessus. Après, on peut faire également au mois, voilà, ça nous affiche des petits graphiques. On peut faire à l'année totalement, avec les différents mois. Et dans la partie énergie, au niveau jour, je voudrais terminer par vous montrer deux belles journées de production. Donc là, j'ai produit 2 kWh. C'était le 19 juillet, donc c'était juste hier. Et j'ai autoconsommé à hauteur de 22%, ce qui est pas mal. Et j'ai encore autoconsommé plus à la date du 18 juillet, où là, j'ai eu très peu de consommation chez moi, c'est rare. Et une autoconsommation de l'ordre de 31%. On verra bien sur le graphique qu'on a une forte chute en fin de journée. Ça, c'est normal, hein, la maison qui fait de l'ombre. Et on a un léger pic après, juste à la fin, vers 8h30, une connerie comme ça. Et là, c'est parce que le soleil il repasse devant la maison. Bon, voilà, juste pour ça. Donc voilà au niveau après autour des applications. J'ai pas grand chose de plus à vous montrer là-dessus. Je vous propose de se retrouver à l'atelier pour faire un petit bilan, une petite conclusion de cette vidéo. Voilà concernant cette présentation de mon installation d'autoconsommation. On a fait tout le tour. La vidéo va durer une éternité, ça j'en suis persuadé. Mais bon, je vais essayer de faire au plus court comme d'habitude. Beaucoup de choses à dire. Après, en réalité, il y aurait tellement de vidéos à faire sur tous les points, mais trop, ça va être gavant à force. Donc, je préfère limite faire un peu plus long, mais en faire beaucoup moins là-dessus. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Après, la prochaine étape serait d'installer le panneau solaire contre un mur, là où je le souhaite, pour avoir plus d'ensoleillement, donc pas être emmerdé par la maison, principalement le soir. Et même être en hauteur, ça produira plus dans tous les cas, surtout que l'inclinaison sera optimale cette fois-ci. Mais bon, là, faut du temps, tout ça, tout le bordel, et surtout que c'est plus délicat parce que même si c'est installé sur une maison, bah déjà il faut prévoir les bonnes fixations. Mais en plus, je fais quand même du survol d'un terrain voisin. Donc voilà, il faut quand même trouver le temps de faire ça sans déranger le voisin. Donc voilà, il faut se caler à une bonne date. Ça aussi qui complique les choses, on va dire. La prochaine vidéo sur mon système d'autoconsommation sera normalement l'installation définitive, entre guillemets, parce que ça restera toujours du provisoire, du panneau. Si cela n'est toujours pas fait, je ferai quand même un petit bilan entre deux au bout de quelques mois d'utilisation pour voir un petit peu au niveau consommation d'énergie si ça a un réel impact quand même, hein, essayer de mettre des chiffres, des vraies valeurs au point de vue financier à côté. Là, ça fait pas longtemps que j'utilise, donc pour l'instant, on va rester juste sur des puissances. Mais je pense que d'ici la fin de l'été, il serait intéressant de faire un petit point au niveau budget et rentabilité de la chose. Ça pourrait être intéressant en tout cas.
Je m'arrête donc ici pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, commenter, à mettre un énorme like. Ça aide énormément. Votre engagement est le seul moyen pour mieux référencer les vidéos et que YouTube les recommande plus. Et donc, il fasse grandir la chaîne en même temps. Si vous aimez ce que je fais, mes projets, tout ça, vous pouvez directement me soutenir via le petit cœur là-bas quelque part en dessous. Et si cela n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner avec le bouton qui vient d'apparaître à l'écran. C'est gratuit, faites-le. Et moi, je vous dis salut à tous et à la fois prochaine.